David est-il douillet? Le canard enchaîné est-il libre? Le juriste est-il un obsédé textuel? Vaut-il mieux un compte en Suisse qu'un contentieux? À bien y regarder, on a tout de même peiné à trouver un sujet. Enfin, peiner c'est un bien grand mot, puisque finalement, le Conseil de l'Ordre nous a servi notre sujet sur un plateau. Comme vous l'aurez compris, suite à la présentation de Madame le Bâtonnier, je suis Gaëlle Lecointe et j'ai été désignée premier secrétaire après 2 tours d'éloquence assez éreintants et intenses. J'ai réussi à séduire mon jury en m'imaginant au masculin, puisque j'avais choisi comme sujet libre « Ah, si j'étais un homme ». C'était ma seule parade pour séduire ce jury presque exclusivement féminin et avoir mes chances face à ce petit freluquet de David Laïc. Je suis David Laïc et j'ai été désigné 2e secrétaire de cette conférence du jeune barreau. Après m'être révélé sur la fessée, en concluant qu'aucune fessée ne se perdait jamais, je suis parti en quête du sujet parfait pour le second tour. Je dois bien l'avouer, avec ce jury essentiellement composé de femmes, je pensais que j'allais pulvériser Maître Lecointe en choisissant un sujet sur le prince charmant, lequel n'a pas manqué de faire briller des étoiles dans les yeux de quelques-unes. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence, et c'est en Maître Lecointe que ce cher jury a trouvé son prince charmant. À ce titre, je me suis toujours demandé, Gaëlle, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce concours d'éloquence, toi qui es plutôt réputé pour fuir devant l'effort? Pour une fois, j'ai décidé d'être honnête, et je vais tout vous avouer, j'ai fait ça uniquement pour l'argent. En effet, le gain pour le premier secrétaire de la conférence est plutôt alléchant. Et je rêvais depuis quelque temps déjà de partir au Formule 1 d'Orléans pour mes vacances. Ce n'est pas ma rétrocession d'honoraires qui m'aurait permis de financer un voyage si luxueux. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on se dépêche un petit peu puisque j'ai l'avion demain à 7h et j'ai encore ma valise à préparer. Et toi, David, raconte-moi, comment se fait-il que tu aies décidé de participer? Moi, si j'ai décidé de m'inscrire à ce concours d'éloquence, c'était tout d'abord pour pouvoir participer à cette belle soirée de gala dans un cadre unique qui, je dois bien le dire, me change de mon train-train de ma collaboration enfermée entre 4 murs. Mais si j'ai vraiment décidé de participer à ce concours d'éloquence, c'était avant tout pour côtoyer l'invité de prestige. En effet, il est de tradition qu'à chaque finale du concours d'éloquence, une personnalité de marque nous fasse l'honneur de sa présence. Enfin, tradition. À Grasse, il n'a suffi que d'une fois pour qu'on nous parle de tradition. Mais j'ai quand même réussi à dégoter des attestations en ce sens. Je vais vous les lire. Attestation numéro 1. Je sous-signais Maître Collado, premier secrétaire de la conférence du jeune barreau de Grasse, édition 2005, certifie de la présence de monsieur Philippe Bouvard, invité de prestige, que j'ai subjugué par mon éloquence et mon verbiage unique. PS, non, je n'ai pas la grosse tête. Fait le 9 juillet 2015 à Grasse. Attestation numéro 2. Je sous-signais Philou Bouvard, atteste sur l'honneur m'être profondément assoupi pendant la prestation de Maître Collado. En revanche, buffet de qualité, alcool à volonté et remerciements en retard au Conseil de l'Ordre qui m'a bien reçu. Fait le 2 juillet 2015 à Paris pour faire valoir ce que de droit. Cette année, vous l'aurez remarqué, compte tenu des qualités oratoires indéniables et exceptionnelles des 2 secrétaires, l'ordre se devait de mettre la barre très haut et de nous dégoter l'invité avec un grand prix. Et là, il faut bien dire qu'ils ont tout fait pour nous faire espérer. Tout d'abord, ils nous ont fait croire à la venue de Caroline Vigneault, cette ancienne consoeur devenue aujourd'hui humoriste. Mais les droits humour, c'était une brillante idée. Nous avons été charmés d'emblée. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la voici. Si on l'apprécie, c'est uniquement pour son humour et pas du tout pour son physique, n'est-ce pas? Enfin, elle est quand même pas mal, hein. Et son spectacle, Caroline Vigneault quitte la robe, ça donne ça. Vous avez vu comme elle est belle? La robe d'avocat, enfin la robe, la djellaba, hein, plutôt. Du justicier, parce qu'avocat, c'est un peu comme Zorro. Avocate comme Zorotte, et quand Zorotte, the régurgite, d'où la bavette. L'ingrate, cette ingrate, a décliné l'offre pour aller jouer dans ce village du département de l'Ain, qu'est connu pour son église, sa fontaine et son formidable PMU.
Je la comprends en même temps. Entre passer une belle soirée avec nous, dans un cadre idyllique, en plein cœur de la Côte d'Azur, ou aller jouer son spectacle au fin fond de la campagne, Madame Vigneault a choisi. Nous ne la jugeons pas. Enfin, si, un peu, quand même. Je précise en sus que celle-ci est membre du jury depuis 2 ans maintenant du concours d'éloquence organisé par HEC. Il me semble que notre ancienne consoeur a pris la grosse tête. Deuxième brillante initiative des membres du Conseil de l'Ordre, faire venir François-Xavier de Maison. Là encore, l'idée parfaite était de mêler droit et humour, puisque Monsieur de Maison était, avant d'être un humoriste et un comédien, un avocat chez Landwell et Associés. Chez qui? Non, mais cherche pas David, c'est une autre sphère. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le voici. Je trouve que physiquement, c'est quand même un peu mieux. À noter que le sketch qu'il a fait connaître est celui dans lequel il imite un castor. Imitation que j'ai décidé de ne pas reproduire devant vous ce soir pour des questions évidentes de dignité personnelle. Toutefois, pour des raisons assez troubles, dont je ne saurais faire état ce soir devant vous, Monsieur de Maison a également décidé de décliner l'offre. Nous avons cru toucher le fond. 2 refus difficiles à admettre. Et puis une crainte nous est venue à l'esprit. Que l'on nous impose comme invité Sylvie Joly. Oui, parce que Gaël et moi la connaissons que très peu, contrairement à vous, question de génération. Mais il y a quelques décennies, Sylvie Joly était avocate pendant 15 ans, avant de fouler par la suite les planches parisiennes et d'emprunter la douce voix de Johnny Hallyday au réveil. Heureusement, à moins d'une surprise de dernière minute, non, pas de Sylvie Joly en déambulateur à l'horizon. Alors non content de nous avoir frustrés à 2 reprises, notre Conseil de l'Ordre décidait de changer totalement de stratégie. Cela me rappelle d'ailleurs un proche de ce cher François Pignon qui disait « Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la stratégie, mais le stratège ». Alors ils ont abandonné l'idée de faire venir un invité avocat humoriste pour se concentrer sur une personnalité seulement connue pour sa carrière artistique. Une invitation allait dès lors être adressée à Monsieur Gaspard Proust. Lui, normalement, tout le monde le connaît. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, Gaspard Proust, ça donne ça. Bac. Alors, les épreuves ont eu lieu. Bon, c'est devenu moins dur qu'avant, hein. Je veux dire, maintenant, on le donne quasi systématiquement. Je veux dire, si tu te pointes à l'heure et dans la bonne salle, ils peuvent déjà attester que tu sais lire un panneau d'information et que tu es autonome. Alors, et puis si en plus tu t'assois à la bonne chaise, ah là t'as la mention directe. Bon, je vais dire, avec 90% de réussite, le bac maintenant, ça sert seulement à savoir les 10% qui finiront djihadistes ou chroniqueurs télé. Bon, c'est intéressant. Loi Macron, sujet bis. Ouais. Manu a utilisé le 49.3 pour la seconde fois. Ce qui nous a permis de nous rappeler qu'il y avait des frondeurs et qu'ils servaient à rien. Enfin, quoique, Martine Aubry a failli s'opposer. Et puis on lui a dit, écoute Martine, c'est soit le 49.3, soit un petit 51 avec des glaçons. Elle aurait répondu, t'embête pas, mais moi direct un 102. Alors je résume quand même la loi Macron. On veut engager le pays sur la voie de la modernité, via des réformes structurelles qui suggèrent des efforts pour faciliter la réduction des déficits et encourager l'assouplissement du monde du travail. Je traduis. En clair, tu vas travailler le dimanche, tu seras licencié abusivement, tu ne gagneras pas au prud'homme, tu prendras ta retraite à 72 ans, et le prochain amendement concernera l'euthanasie des chômeurs et l'introduction du moustique tigre en maison de retraite. Alors, elle est pas belle la vie? Madame le bâtonnier, Monsieur le bâtonnier désigné, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, mes chers amis. Comme vous l'aurez compris, cette année le choix a été fait de nous mettre à l'épreuve jusqu'au bout. C'était bien mal nous connaître, nous et notre imagination débordante. Nous avons alors tenté de faire venir une personnalité par notre propre moyen. Après le refus plutôt douloureux de Nicoletta, nous avons presque failli abandonner. Mais il n'était pas mort le soleil, non. Il n'était pas mort. Il aurait été très aisé de faire le procès de l'invité présent,
Mais en l'absence de cette fameuse personnalité, il nous a fallu redoubler d'efforts pour trouver un autre angle d'attaque et pour ne pas faire de cette soirée un fiasco. En réalité, il faut bien dire que devant nous se dresse un parterre de personnalités qui n'ont rien à envier à celles précédemment citées. Je crois qu'un peu de zèle, ça n'a jamais tué personne. En effet, nous l'avons devant vous, notre invitée, enfin plutôt derrière nous. Bien plus célèbre que Madame Vigneault, bien plus courageuse que Monsieur de Maison, bien plus séduisante que Madame Joly, et surtout bien plus charismatique que Monsieur Proust. Alors, notre invitée est née un 26 décembre 1968 à Paris, ville dans laquelle elle grandit. Donc je disais. Notre invitée est née un 26 décembre 1968 à Paris. Elle grandit dans cette ville, ce qui lui permettra d'apprendre toutes les rames de métro par cœur, ce qui sera bien utile pour la suite, mais nous y reviendrons. Dès son plus jeune âge, c'est en tant que déléguée de classe qu'elle fait ses premières armes pour défendre et représenter ses camarades à la barre de l'école. Étudiante puis jeune diplômée, elle s'investit au plan associatif pour la sauvegarde du patrimoine et pour l'accompagnement des jeunes avocats. Elle obtient l'examen d'entrée à l'école de formation professionnelle des barreaux et prête le serment d'avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en 1994. S'en suivra une épreuve marquante, puisqu'elle survit à une collaboration, houleuse. Un an plus tard, elle ouvre son cabinet à Antibes, dans lequel elle continue d'exercer à ce jour. En 1995, elle intègre l'UJA, qu'elle présidera 3 ans plus tard. Dès 2000, elle accède à ses premières fonctions au sein du Conseil de l'Ordre. Ainsi, durant 12 ans, elle cumule les fonctions. Trésorier de l'Ordre, vice-présidente de la CARPA, présidente de la commission de déontologie, entre autres, et siège auprès de 7 bâtonniers. Mariée et mère de 5 enfants, elle n'en relâche pas son implication et s'investit toujours plus dans ses fonctions ordinales. Enfin, la consécration. En 2012, elle est élue bâtonnier du barreau de Grasse, avec près de 67% des suffrages. Madame le bâtonnier, vous l'avez compris, ce soir, vous êtes notre invitée. Alors, être bâtonnier, c'est quoi? Tout d'abord, être bâtonnier, c'est être le porte-parole des avocats. Il est le chef de l'ordre des avocats qu'il représente dans tous les actes de la vie civile. Être bâtonnier, c'est également informer le Conseil de l'Ordre des questions d'actualité et soumettre toutes les questions de la vie du barreau. À ce propos, Madame le bâtonnier, pourriez-vous mettre à l'ordre du jour du prochain conseil le changement de la machine à café de la maison de l'avocat? On dirait de la terre, parfois. Et puis au détour d'un déjeuner secret, nous avons appris par 2 membres du Conseil de l'Ordre et anciens bâtonniers que cette machine à café était déjà postée près de la salle des référés de l'ancien palais de justice de Grasse. Selon leurs savants calculs, elle aurait aujourd'hui 23 ans en âge humain. Madame le bâtonnier, je comprends votre attachement pour cette machine, mais là ça devient difficile. 40 centimes pour de l'eau chaude, ça commence à jaser. Alors nous avions également pensé qu'un bar alcool à volonté pourrait être installé en salle du Conseil de l'Ordre. Attends, un instant. Oui. Oui, on me dit dans l'oreillette que c'est déjà le cas. Non, plus sérieusement. Être bâtonnier, c'est également diriger l'ensemble des services de l'ordre. Qu'il s'agisse de la gestion des finances, de la communication, de l'informatique et de la gestion du personnel. Être bâtonnier, c'est aussi trancher les litiges qui interviennent entre confrères, ou entre magistrats et avocats, entre justiciables et avocats. Il a là un vrai pouvoir de conciliateur et d'arbitre. Enfin, être bâtonnier, c'est avoir un véritable pouvoir juridictionnel pour l'ensemble des difficultés relatives à la fixation des honoraires, mais aussi mener l'enquête déontologique qui précède la saisine du conseil de discipline. Ce n'est pas rien d'être bâtonnier.
Madame le bâtonnier, au risque d'être un peu lourde, mais je me répète, vous l'avez compris, ce soir, vous êtes notre invité. Et il est de tradition d'en faire le procès. Mais une fois n'est pas coutume, ce n'est pas votre procès que nous allons faire. Ce serait injuste. Injuste, oui, car vous nous avez protégés pendant 2 ans de tous les assauts qui ont été jetés contre notre profession. Et il faut bien dire que vous n'avez pas été épargnés. La guerre a débuté un beau mois d'août 2014, précisément le 24 août, lorsque M. Emmanuel Macron est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique au sein du gouvernement Valls numéro 2. S'il y en avait un dont j'aurais bien aimé faire le procès, c'était lui. Emmanuel Macron ? Le voici. Bel homme, je dois bien l'avouer. À tout le moins bien plus séduisant que Jean-Louis Borloo, même sobre, ou qu'Arnaud Montebourg, même dans sa petite marinière made in France. Emmanuel Macron, avant d'être notre ennemi public numéro 1, c'est un énarque, un inspecteur des finances, un banquier d'affaires. Grâce à cette dernière casquette, M. Macron va participer à l'opération de rachat par Nestlé d'une filiale de Pfizer. Cette opération lui permettra de devenir multimillionnaire, lui laissant, à lui seul, la possibilité de financer l'aide juridictionnelle. Mais ça, on y reviendra. Emmanuel Macron a épousé Brigitte Trogneux, son professeur de français, et de 20 ans son aîné. Que pouvait-il bien manquer à cet homme bien marié et richissime ? Le pouvoir, naturellement. Emmanuel Macron va donc intégrer l'Élysée au mois de mai 2012, devenant le secrétaire adjoint. Il est vrai qu'au terme de cette présentation, rien ne laissait présager une telle haine des professions réglementées. Oui, parce que, comme nous le savons tous ici, M. Macron a décidé de faire des professions réglementées son unique combat, sa lutte ultime, son fils, sa bataille. Oh wow. Ce ne sont pas DSK ou Gilbert Azibert qui nous auraient fait ça, ils ont trop besoin des avocats. Le premier assaut de Macron, notre premier combat, l'aide juridictionnelle. Souvenons-nous. Monsieur Macron a imaginé l'ingénieux système consistant à ce que les avocats autofinancent tout seuls l'aide juridictionnelle. Attention, c'est le moment de la minute culture. Jingle silencieux, s'il vous plaît. Saint-Yves, que nous fêtions ensemble le 19 mai dernier, a consacré sa vie à la défense des plus démunis. Il restera dans les esprits de tous comme le défenseur de la veuve, de l'orphelin, du pauvre et des malheureuses personnes. Il était le défenseur des justes causes et parfois des causes perdues. Il est traditionnellement représenté, une bourse à la main, en signe de tout ce qu'il a fait pour les pauvres, son combat. Aujourd'hui, la solidarité nationale s'est substituée à Saint-Yves, de sorte que l'aide juridictionnelle est intégralement financée par l'État, qui rétribue l'avocat sous forme d'unités de valeur. Ces unités de valeur n'ont pas été revalorisées depuis 2007, en raison de la dette croissante de l'État, réduisant souvent la rémunération de l'avocat à une peau de chagrin. L'injustice est évidente aux yeux de tous nos confrères, puisque l'avocat devrait financer la pauvreté des justiciables, là où le médecin ne finance même pas la moitié de la CNU. Alors, si la guerre a commencé le 24 août, comme le disait Gaël, Madame le bâtonnier, vous aviez déjà pris les devants. C'est ainsi que par un beau dimanche de juillet 2014, à 20h heure locale, après avoir procédé à l'appel réglementaire des 20 pèlerins présents, notre cher bâtonnier décidait d'embarquer tout ce petit monde à bord d'un bus, destination la capitale. Au passage, la vision des confrères présents en tenue dominicale et décontractée valait, paraît-il, le coup d'œil. Pour ne citer que notre très cher bâtonnier Michel Faraud, ce dernier arborait un petit polo vintage, ainsi qu'un bermuda des plus scintillants, et un petit pull sagement noué sur les épaules. Michel. Madame le bâtonnier, vous leur aviez promis un beau voyage dans un bus grand luxe tout équipé. Voici ce qu'il s'est réellement passé. Alors vers 23h, le bus a fait une première halte sur une aire d'autoroute inconnue, afin de passer en mode couchette. Par égard pour l'intimité de nos confrères, nous avons décidé de taire les noms des voisins de couchette d'un soir, ainsi que ceux dont le ronflement n'a à ce jour pas d'équivalent. Le lendemain matin, perclus de rhumatisme,
et épuisés tant la nuit fut brève et saccadée, nos valeureux chevaliers se réveillaient à 6 heures heure locale sur une nouvelle aire d'autoroute à Auxerre, les yeux piqués par le froid matinal, le thermomètre affichant 1 degré, perdus dans un brouillard épais permettant de se demander si le chauffeur n'avait pas fait détour par une sombre forêt slovène. Les embouteillages du périphérique parisien n'étant pas de 20 mots, la halte initialement prévue à 9 heures n'eut jamais lieu, imposant aux participants de faire fi de leur pudeur pour revêtir leur tenue de combat, prêts pour une journée de lutte, rabat rouge sang au cou. Suite à un brunch revigorant, notre bâtonnier n'aura reculé devant rien pour rendre visible le barreau de grâce, pas même devant une marche effrénée sur les grands boulevards pour aller acheter 4 manches de balai aux bonnes dimensions pour faire tenir nos banderoles. Après une seconde nuit à l'aventure, oui à l'aventure parce que dormir enveloppé dans sa robe d'avocat, ce n'est pas donné à tout le monde, la petite troupe est sagement rentrée à 8h30 heure de grâce et Madame le bâtonnier, toujours sur le pied de guerre, était d'attaque pour son audience. Oui, parce que dormir est une idée très surfaite. C'est pour les faibles. Ce n'était alors que la première bataille d'une guerre sans répit, puisque le 19 novembre dernier, nous répondions en masse à votre appel sur le parvis du palais de justice. Nous avons pu sentir votre immense fierté de nous voir en si grand nombre, mobilisés autour de vous pour une journée de justice morte. Certains y ont laissé leur rabat, arraché par des CRS. D'autres ont pu goûter la délicate saveur du gaz lacrymogène. Il est vrai que nous sommes les pires des délinquants. Ce jour-là, un chant a même été entonné. Ce n'était pas du Brel, non, ni du Brassens. Mais le message avait au moins l'immense mérite d'être direct. Macron, si tu savais, ta réforme, où on se la met, aucune hésitation, non, au projet Macron. Usé, après des heures de chant, vous nous avez alors proposé le repos du guerrier. Nous avons pénétré l'enceinte de ce magnifique palais de justice pour une micro-sieste réparatrice dans la salle des pas perdus, allongée contre le sol. Madame le bâtonnier, excellente idée, mais vous m'expliquerez comment nettoyer mon épitoge dégoûtante. Ce symbole, très fort, a été relayé en masse par la presse et a, à n'en pas douter, une fois de plus, marqué l'opposition au projet de loi. Le 10 décembre dernier, vous décidiez de remettre en jeu votre titre de gentil organisateur de manifestation. Traverser à nouveau la France en bus, c'était mal vous connaître. 13e barreau de France, le barreau de grâce se devait d'avoir un moyen de transport à la hauteur de ses ambitions. Bien que nos confrères parisiens aient pu penser que nous arriverions cette fois-ci en tractopelle, vous avez créé la surprise en affrétant exclusivement pour nous un bel aéronef, scintillant, neuf et reluisant. Sous votre commandement, les consignes ont été suivies religieusement. Un poste de chef de cabine vous a d'ailleurs été proposé. J'espère que vous avez gardé le numéro de la compagnie aérienne. Je vous rappelle que votre mandat de bâtonnier se termine prochainement. Autant vous dire que face à l'ensemble des bâtonniers présents, Madame Taubira a tremblé et Monsieur Macron a reculé. Une fois arrivé devant l'Opéra Garnier, notre bâtonnier, plus remonté que jamais, a fait partie, avec quelques téméraires du barreau, des frondeurs qui, bravant les cordons de sécurité, ont avancé d'un pas conquérant vers la place Vendôme pour se heurter au CRS et encore une fois à leur gaz lacrymogène. Telles sont quelques-unes, Madame le bâtonnier, des actions que vous avez menées. Mais le projet de loi comporte encore beaucoup d'autres sacrifices de l'avocat sur l'autel de l'économie. La lutte n'est pas terminée. Parmi ceux-là, on compte la suppression du secret professionnel en autorisant l'administration à avoir accès à nos conventions d'honoraires au nom du consommateur. Il y a également la suppression de l'indépendance par la création du statut d'avocat en entreprise. Fort heureusement, ce point de la réforme semble en plein remaniement. N'oublions pas qu'il était également question, sous couvert de modernisation, d'élargir le périmètre du droit aux experts comptables. En effet, l'article 20B de la loi Macron, dans sa version sortie de l'Assemblée nationale, permettait aux experts comptables de faire de la rédaction d'actes à titre principal. Dans sa version sortie du Sénat, le texte leur permettait même de faire du conseil juridique pour la création d'entreprises ou l'audit. Autrement dit, un professionnel du chiffre qui n'a jamais étudié ne serait-ce qu'un semestre à la faculté de droit
aurait pu être le rédacteur unique d'actes juridiques et faire du conseil. Si on souhaitait balayer d'un revers de manche la sécurité juridique et s'asseoir sur nos principes déontologiques, on n'aurait pas pu faire mieux. Dans cette lignée, on aurait pu imaginer que la caissière de chez Picard fasse office de greffier. Alors, je n'ai rien contre les caissières, encore moins contre Picard vu mon niveau en cuisine. On aurait pu également imaginer qu'un joueur du top 14 fasse office de magistrat. Je n'ai rien contre les joueurs de rugby vu ma musculature. Heureusement, ce point de la réforme a été entériné. Enfin, il y a la suppression partielle de la postulation. Cette postulation qui ne serait plus rattachée au tribunal de grande instance, comme c'est le cas actuellement, mais à la cour d'appel, Un barreau comme celui de Grasse ne couvre-t-il pas un territoire assez vaste pour qu'il faille regrouper 5 départements auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ? Imposer aux justiciables de payer les frais de déplacement de l'avocat qui n'aura plus besoin de prendre de postulant pour aller plaider devant le tribunal de grande instance d'un autre barreau. Encourager les jeunes avocats à s'installer directement auprès des plus grands barreaux. Supprimer ce qui représente parfois près de 30% du chiffre d'affaires d'un avocat. Voilà ce à quoi nous conduit cette réforme. Comme le dit très justement monsieur le bâtonnier Gégeur, la loi Macron va créer de réels déserts judiciaires. Alors ce point de la réforme nous a conduit à imaginer la création d'un ordre national, puisque finalement, n'est-ce pas cela vers quoi nous tendons? Mes chers confrères, au terme de ce concours d'éloquence, n'ayons pas peur des mots. Être scandaleux, c'est dire aujourd'hui ce que tout le monde dira dans 10 ans. Cette citation n'est pas de moi, mais de Georges Wolinski, lui qui ployait sous les balles le jour où moi je prêtais serment. En effet, le 7 janvier dernier, je me suis levé avec le sentiment du devoir accompli, car je me rendais à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, entouré de mes proches, pour la dernière étape de mon chemin estudiantin, la plus solennelle de toutes. 2 heures avant que je ne revêtisse ma robe pour la première fois, 12 personnes étaient froidement assassinées, dont 8 de la rédaction de Charlie Hebdo, et 11 autres étaient blessés. Quand la France s'est arrêtée de vivre au rythme de la cavale des frères Kouachi, je devais lever la main droite et jurer d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Quel autre jour que ce 7 janvier 2015 pour donner tout leur sens à ces mots. Le discours de Madame Chantal Bussière, présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rempli d'émotion, n'a pas manqué de rendre ce moment encore plus solennel qu'à l'accoutumée. Chaque promotion porte un nom. Je fais partie de la promotion Charlie Hebdo. Confrères, honorons Wolinski et soyons scandaleux. Refusons aujourd'hui cet ordre national dont nous déplorerons dans 10 ans les conséquences. Alors selon l'idée, cet ordre national aurait son siège à Paris, capitale du monde naturellement. Il serait gouverné par un unique bâtonnier, qui serait né à Paris, qui aurait grandi à Paris, qui aurait fait ses études à Paris, lui-même fils et petit-fils de bâtonnier. Ce bâtonnier serait élu au suffrage universel direct par tous les avocats de France. Attendez un instant. Je suis née à Paris, un 19 mai 1988, jour de la centime, de papa breton, oui, on a tous nos défauts, et j'ai la folie des grandeurs. Moi, bâtonnier de la République, je serai votre bâtonnière monarque. Je me fais sacrer à la cathédrale de Tréguier. Vous vous prosternerez devant moi. Je porterai ma robe de bâtonnier, triple épitoge, hermine élevée au grain, floquée, Paris et magique. Moi, bâtonnier de la République, je supprimerai les élections. Je serai votre bâtonnier à vie. Après les Capets, les Valois, les Bourbons, voici venir les Lecointes. Moi, bâtonnier de la République, j'autoriserai mes plus fidèles collaborateurs à assister à mon bain du dimanche. Moi, bâtonnier de la République, j'aurai le monopole sur les plus grosses affaires pénales, sociales, civiles, commerciales, fiscales de mon barreau, le barreau de France. Moi, bâtonnier de la République, j'aurai un chauffeur, je le posséderai d'ailleurs. Il me conduira partout dans ma voiture de bâtonnier, ma batte mobile. C'est beau la démocratie parisienne, n'est-ce pas? Il existe des partisans de cet ordre unique qui estiment que la profession souffre depuis trop longtemps maintenant
d'une représentation multiple, cacophonique et inefficace, renvoyant une image brouillée et négative de la profession d'avocat. Or, le 10 décembre dernier, ce n'est pas ce que nous avons perçu. Rappelons-nous des fonctions du bâtonnier. Comment le bâtonnier de France serait à même de représenter plus de 60 000 confrères et de régler au mieux les différends entre chacun d'eux? Le 16 juin dernier, M. Pascal Hédoux, président du CNB, nous informait du recours à l'article 49.3, concluant ainsi son courriel. Notre avenir est commun, il doit être prospectif, il est nécessairement solidaire. On en revient donc à vous, Madame le bâtonnier, puisqu'ab initio, vous aviez déclaré: nous nous devons de faire entendre la voix de notre barreau grâce à une réflexion commune. Il est inconcevable pour moi que l'avenir de la profession soit dicté par nos seules instances dirigeantes, souvent plus promptes à se protéger qu'à réfléchir de manière constructive pour une conception moderne de la profession d'avocat. Si le futur est source d'inquiétude, nous devons rester solidaires, car je pense qu'ensemble, nous pouvons lutter pour le rayonnement de nos activités. Je serai honorée d'être le vecteur de ce combat collectif. Nous tenions finalement à faire de vous notre invitée, Madame le bâtonnier, bien plus prestigieuse que Madame Vigneault, que Monsieur de Maison, de par les actions que vous avez menées, ainsi que par votre présence aujourd'hui, qui pourrait s'avérer incertaine en cas de remaniement de notre gouvernance. Courageuse comme Ulysse, l'art oratoire d'un Cyrano de Bergerac, vous n'en oubliez pas moins d'aimer les petits plaisirs simples de la vie. Par exemple, des amis qui vous entourent à cette belle soirée traditionnelle. L'amitié, la confraternité, deux valeurs que vous avez assurément su nous démontrer. Beaucoup vous décrivent comme une main de fer dans un gant de velours. Cette expression résume assez bien votre bâtonnat, tantôt combattante, tantôt touchée. Touchée, vous l'avez été lors du décès récent de l'un de vos prédécesseurs, le bâtonnier René Manoukian. Selon les confrères présents à ces funérailles, vous avez, le cœur rempli d'émotions, supporté la voix de tous pour lui rendre un dernier hommage. Il y a un cœur sous cette robe. Touchante, vous l'avez également été lors du discours que vous aviez adressé à Maître Zimmermann. Des amis qui vous entourent, nous l'avons dit, mais également de la nourriture délicieuse qui nous attend. Des vins sélectionnés parmi les meilleurs vignobles, c'est, je crois, ce que vous allez nous offrir maintenant. C'est également pour cela que nous tenions à vous remercier, Madame le bâtonnier, alors que nous pensions sincèrement ce soir que nous étions vos invités. Je crois que le temps va être venu pour nous de quitter cette salle et d'aller prendre part à la belle soirée qui nous attend. Allez, tous en file indienne, Madame le bâtonnier, à vous l'honneur, les petits poussins qui se reconnaîtront vous suivront à la queue leu-leu. Chers confrères, mesdames, messieurs, c'est un peu compliqué. Je crois que la preuve est faite. Vous méritez amplement, l'un comme l'autre, les prix que vont vous remettre maintenant messieurs les bâtonniers Vallière et Thurio. Et vraiment, un grand merci à vous. Je vous remercie. On retiendra surtout le bus, l'avion et le reste. Chers amis, chers tous, je sais, ne voyez nullement dans ce terme générique un manque de respect ou une familiarité déplacée, mais mes instances ordinales m'ont dit de faire court. Alors au diable les formalités protocolaires, monsieur le préfet, messieurs les présidents, monsieur le procureur de la République, ces formalités protocolaires étant susceptibles d'écourter grandement mon temps de parole. Alors je commence. Lorsqu'il y a quelques jours, Madame le bâtonnier Catherine Becquerel-Christophe m'a annoncé la grande nouvelle, à savoir ma désignation, pour remettre le prix au deuxième secrétaire de notre concours d'éloquence, je me suis posé immédiatement 3 interrogations. La première interrogation fut bien sûr, pourquoi le deuxième secrétaire et pas le premier? Mon orgueil légendaire, largement entamé. La deuxième interrogation s'est immédiatement imposée à mon esprit torturé. Compte tenu de mon engagement quasi sacerdotal dans l'exercice de notre belle profession, Madame le bâtonnier de l'ordre, avec un certain sadisme et un réel esprit de provocation, n'a-t-elle pas voulu ébranler ma religion en me désignant pour remettre un prix à un laïc? Cette troisième
question existentielle, qui est venue en quelque sorte très vite supplanter la deuxième, était la suivante. Comment allais-je faire la transition avec le sujet évoqué par nos deux secrétaires et la remise du prix à Maître David Laïc? Bon, eh bien, je me lance, hein. Mes chers confrères, lors de votre brillante intervention, vous vous êtes tous deux questionnés sur l'invité mystère de notre rentrée solennelle du jeune baron. À l'écoute de votre talent, de vos convictions, de votre liberté d'esprit, de votre humour, de vos irrévérences, je me suis rendu compte que l'invité mystère de notre soirée pouvait être aisément une autre grande dame. Cette grande et respectable dame que l'on appelle l'oralité. Elle a été, elle est, et elle se devra de toujours être l'apanage de notre épitoge, mais aussi la fermeté de notre dignité, la souffrance de notre conscience, l'impertinence de notre indépendance, le reflet de notre probité et l'intégrité de notre humanité. Elle vous aidera dans les moments difficiles à exercer pleinement votre difficile mission de conseil et de défense. Certains tenteront de lui porter atteinte, mais elle saura aisément se défendre face aux aigris, aux jaloux, aux médiocres, qui ne voient en elle qu'un exercice de style, alors qu'elle est en vérité une leçon de vie. Hier, vous l'admiriez, cette oralité. Aujourd'hui, vous lui avez donné vie. Demain, sachez la protéger. Pour toutes ces bonnes raisons, vous comprendrez aisément mon plaisir, Maître David Laïc, mon cher confrère, cher David, à vous remettre au nom de mon cher barreau de grâce le prix de second secrétaire de notre concours d'éloquence. Cher Gaël, vous avez été éblouissante. Et lorsque Madame le bâtonnier m'a proposé de vous donner ce prix, de vous remettre ce prix, j'en ai été vraiment honoré. Je suis sûr que le prix de premier secrétaire de la conférence du jeune barreau constituera une pierre blanche de votre parcours professionnel et restera gravé à vie de votre mémoire. Et du coup, par ricochet, celui qui vous remet le prix aussi peut-être un peu. Et donc, pour toutes ces raisons, et parce que, je le répète, vous nous avez vraiment émerveillés, émus, et ben, je vous remets ce prix avec grand plaisir.